a des yeux comme s'il faisait un essai d'accommodation visuelle. J'ignore ce qu'il vit, mais il déclara. C'est donc un grand rien. Je pense que c'est ainsi que les yeux élevés à la cour, habitués à regarder des motifs alambriqués d'étoffes vénitiennes, de riches lacis et de tapis turcs, des ornements et des mosaïques, voient le monde. Si leur regard est confronté par la complexité de la nature, ils n'y verront que le chaos, le grand rien. Toute guerre fait que la nature reprend ce que l'homme lui avait pris, et de surcroît elle s'empare sans ménagement des êtres humains et tente de les ramener dans leur état naturel, organique. Face à ces deux enfants, on ne pouvait cependant se demander si le paradis existait encore sur Terre, plutôt l'enfer peut-être, tant ils étaient sauvages et mal en point. Sa Majesté le roi leur témoigna un vif intérêt. Il ordonna de les emballer et de les joindre à leurs bagages, afin qu'ils parviennent avec nous à l'aube, pour y subir des examens méticuleux. Mais il en dut, en fin de compte, renoncer à son idée à cause d'un revirement soudain de situation. En effet, ses orteils royaux enflèrent tellement qu'il ne pouvait plus se chausser. À cela s'ajouta une douleur féroce, et je vis la sueur perler sur son visage. Je fus saisi de frissons en entendant que le monarque de ce grand pays poussait des gémissements plaintifs. Il n'était plus question de partir. Après avoir allongé sa majesté près d'un pôle, j'entrepris de lui préparer des compresses. Mais auparavant, j'avais ordonné de faire sortir de la pièce toute personne qui n'avait pas à être témoin de son malaise. Au moment où les pauvres enfants capturés dans le forêt étaient embarqués par les domestiques, ligotés comme des agneaux, la fillette réussit miraculeusement à se dégager et se jeta au pied endolori du monarque. Puis, elle se mit à les frotter avec sa tignasse ébouriffée. Stupéfié, le roi fit signe de laisser faire. Au bout d'un moment, à sa grande surprise, force lui fut de constater que le mal s'estompait petit à petit. Aussi ordonna-t-il de donner à manger aux enfants et de leur fournir enfin des habits corrects, ce qui fut fait. Pour finir, alors que nous étions en train de charger les bagages, je tendis en toute innocence la main vers le garçon dont l'intention était de lui caresser la tête, comme cela se pratique dans n'importe quel pays. Mais il me mordit le poignet avec une telle violence que je me mis à saigner. Craignant de contrarier la rage, je partis vite nettoyer ma blessure. C'est là, à la proximité de l'eau, que je fis une fâcheuse glissade sur le sol vaseux et, tout mon corps heurta en tombant le petit pont de bois. Les troncs qui étaient entreposés s'écroulèrent sur moi, et je sentis une déchirante douleur à la jambe, qui me fit beugler comme un animal. J'eus à peine le temps de réaliser que c'était grave, puis je perdis connaissance. Je repris mes esprits auprès du jeune Opalaninski, m'eut asséné quelques tapes sur les joues. Au-dessus de moi se distinguait le plafond d'une pièce du manoir, et des visages soucieux, dont celui de sa majesté. Mais il semblait tout curieusement tordu et flou. Je compris alors que j'étais pris de fièvre, et que j'avais dû rester inconscient un bon moment. Pour l'amour de Dieu, Davidson, que s'est-il passé demanda son Altesse royale, visiblement inquiète, se penchant au-dessus de moi. Les boucles frisées de sa perruque de voyage effleurèrent ma poitrine, et j'eus la sensation que même ce geste délicat ravivait ma douleur. Malgré ma tête endolorie, je ne pus néanmoins remarquer sur le visage du roi réasséréné la sueur ne perlait plus sur son front et se tenait chaussé devant moi. Nous devons prendre la route, Davidson, dit-il peiné. Sans moi, gémit-il, frissonnant de douleur, et l'effroi à l'idée qu'il puisse s'abandonner ici. Je vous dépêcherai le meilleur médecin.
Je poussai un gémissement, plus par désespoir qu'à cause d'une nouvelle souffrance physique. Ce fut les larmes de mes yeux que je saluai son Altesse. Alors que le cortège reprenait sa route, sans moi, on me laissa pour la compagnie des jeunes Opalinski, atténuant ainsi quelque peu ma douleur, en nous confiant aux bons soins des chambellan Kursenbuix. En guise de consolation, on avait aussi laissé au manoir aux enfants verts, sans doute pour me fournir une occupation pendant que les secours viennent me chercher de Varsovie. Il se révéla, ma jambe présentait une double fracture bien compliquée. À un endroit, l'os avait transpercé la peau, et il fallut être très habile pour tout remettre en ordre. Personnellement, je n'étais pas un bon chirurgien. Qui plus est, je me trouvais dans l'incapacité totale de m'occuper de moi-même, car je m'étais tout de suite évanoui. J'avais toutefois entendu parler de gens qui allaient jusqu'à s'amputer eux-mêmes. Le roi dépêchait sans tarder une estaffe pour faire venir le meilleur docteur de l'œuvre. Mais il fallait compter au moins une bonne semaine avant que ce dernier arrive jusqu'à mon chevet. Ma jambe devait être remise en état au plus vite. Si jamais, dans ce climat humide, la gangrène s'emparait de ma plaie, je ne reverrais plus la cour de France que j'avais tant fustigée, mais qui, dans le moment critique, m'apparaissait comme le centre du monde, le vrai, tel un paradis perdu, le plus beau de mes rêves. Et jamais je ne reverrai les collines d'Écosse. Aussi, à la seule pensée de mon pays natal, mes yeux se voyaient-ils de larmes, ce qui provoquait une petite sourire moqueur sur le visage du jeune Opalinski, le rendant plus charmant encore. Plusieurs jours durant, je m'appliquai des remèdes contre la douleur, les mêmes que j'avais naguère administrés au roi pour soigner la podagre. Pour finir, le messager tant espéré arriva de l'œuvre, mais sans le médecin, tué en route par une horde de Tartares qui pullulait dans cette région. Il nous assura néanmoins qu'un autre docteur viendrait bientôt me porter secours. Il nous rapporta aussitôt des nouvelles du roi, qui, dès son heureuse arrivée à l'œuvre, avait prononcé les vœux solennels de la cathédrale de cette ville, confiant ainsi à la Pologne, à la Vierge, ainsi qu'elle se protège contre les Suédois, les Moscovitch et les Kliminskaya, et tous ceux qui s'étaient jetés sur ce pauvre pays, tels des loups sur une biche boiteuse. Conscient des très nombreux soucis auxquels j'étais confronté, Sa Majesté, j'appréciais d'autant plus les présents qu'elle m'avait pris soin de me faire porter. Une excellente eau-de-vie, plusieurs bouteilles de vin du Rhin et une pénisse fourrée de savon français. Ce dernier m'avait fait d'ailleurs le plus grand plaisir. Selon moi, le monde était constitué de cercles gravitant autour d'un seul point. Il faut savoir que cet endroit unique, appelé centre du monde, varie avec le temps. Jadis, ce fut Rome ou Jérusalem. À présent, c'est sans conteste la France, et particulièrement Paris. Ces cercles, on pouvait les tracer avec un compas à la verge. La règle est simple. Plus on est proche du centre, plus tout nous paraît véritable, concret, palpable. Plus on s'en éloigne, plus le monde semble flou, telle une toile blanchie par l'humidité. De plus, le centre du monde se présente comme légèrement surélevé, de sorte que toutes les idées, toutes les modes, toutes les inventions s'épanchent et se coulent sur les côtés. D'abord, elles pénètrent dans les cercles les plus proches, et seule une infime partie parvient jusqu'à nos endroits les plus écartés. Tout cela, j'en pris pleinement conscience, à l'idée que j'étais dans la demeure du chambellan de Kursevitch, au milieu des marécages. Sans doute dans le dernier des cercles possibles, loin du centre, loin du monde, abandonné comme Ovide en exil. Dans des accès de fièvre, je me voyais tel un Dante, dans sa divine comédie, commettre un grand traité sur les cercles de l'Europe,
dont chacun serait aux prises avec un péché différent et subirait un châtiment particulier. Les jours suivants, je me laissais de délirer. En voyant pas arriver un médecin de noble, mes hôtes, avec le contentement du jeune Opalinski, qui en prit sur lui l'entière responsabilité, envoyèrent quelqu'un dans les marais pour faire venir une femme. Elle arriva accompagnée de son aide, un sourd et muet, et après m'avoir fait ingurgiter une bouteille d'eau-de-vie, elle remit en place mes os cassés. Le jeune Opaleski qui m'avait relaté plus tard avec une grande émotion, personnellement, je n'ai pas la moindre souvenir de tout cela. Quand je repris enfin mes esprits, le soleil brillait de tout son éclat, même si, le matin, les sols restaient toujours gelés et voilés de frimas. Ce jour-là, le prêtre arriva dans l'après-midi pour baptiser les enfants verts de la petite chapelle auprès du manoir. Cela aussi me fut rapporté par le jeune Opalinski. Tout excité, car il se murmurait déjà dans le domaine que les petits sauvages m'avaient jeté un mauvais sort, qui aurait été, semble-t-il, à l'origine de mon accident. N'accordant nulle foi à ces bavardages, j'interdis de propager des fariboles. Un soir, Opalinski vient chez moi avec la fillette, qui était propre, soigneusement vêtue et calme. Avec mon accord, il lui ordonna de se frotter ma jambe malade avec ses touffes de cheveux feutrés, comme elle avait déjà fait pour le roi. Je gaignais de douleur. Le moindre frottement de ses cheveux sur ma peau me faisait mal, mais je résistais avec courage jusqu'à ce que la douleur et la tuméfaction s'estompent peu à peu. La petite répéta 3 fois son geste. Quelques semaines plus tard, alors que le temps était soudain devenu beau, je tentai de me lever. Les béquilles en bois qu'on me l'avait taillées étaient encore très confortables. Et je pus ainsi, sans atteindre et sans encombre le perron, avide de lumière et d'air frais, j'y passai l'après-midi entière à contempler le domaine vétuste. Quoique soigneusement entretenu du Chambellan, le manoir était assez grand et plutôt cousu. Mais les dépendances, les étables et les écuries semblaient appartenir à un cercle de civilisation bien périphérique. Je compris que j'étais coincé ici pour un temps indéterminé, plus ou moins long, et que le seul moyen de supporter cet exil forcé était de me trouver un objectif ou une occupation afin d'éviter de tomber dans la mélancolie, au cœur de ce pays marécageux et humide, et de garder espoir de revoir un jour, si Dieu le voulait, ma douce Écosse. Opalinski m'amenait donc les 2 enfants sauvages que les Curseysuises avaient recueillis. Bon, gré mal gré, ne sachant pas trop quoi en faire dans ce lieu dit perdu, surtout en temps de guerre, les enfants étaient gardés sous le clé, au rez-de-chaussée d'un entrepôt où se trouvait une multitude de choses utiles et inutiles. Comme les parois étaient faites de planches, il y avait trouvé des interstices, à travers duquel ils nous épiaient. Ils faisaient leurs besoins n'importe où, accroupis, mangeaient avec leurs doigts, goulûment, refusant d'avaler la viande qu'ils recrachaient aussitôt. Ils ne reconnaissaient ni lit ni bassine d'eau, et quand ils étaient effrayés, ils se mettaient à 4 pattes et essayaient de mordre. Lorsqu'on les réprimait, ils se récorrillaient et restaient longtemps immobiles. Entre eux, ils communiquaient par des sons rauques. Ainsi, le jeune Opalinski estimait que les enfants constitueraient une distraction pour moi. En tant qu'homme de science, je pourrais les examiner et les décrire. Cela me permettrait d'oublier enfin ma jambe cassée et de penser à autre chose. En quelque sorte, il n'y avait pas tort. Les enfants semblaient contrits devant la main, pensés à cause de ma morsure et de ma jambe, immobilisés entre 2 planchettes. Avec le temps, la fillette m'accordait sa confiance,
et je me laissai, un jour, examiner sans opposer la moindre résistance. Nous étions assis au soleil devant l'entrepôt. La nature avait repris la vie. L'omniprésence odeur d'humidité avait disparu. Délicatement, je tournai le visage de la fillette vers le soleil, et je pris dans mes mains quelques mèches de ses cheveux. Elles semblaient chaudes, laineuses. En les humant, je pus constater qu'elles ressemblaient à de la mousse. On aurait dit que la chevelure était couverte de lichen. Vue de près, sa peau était aussi comme parsemée de petits points verts sombres, que j'avais d'abord pris pour de la crasse. Surpris au plus haut point, Opalinski et moi supposions même que si cette petite se dénuait au soleil, c'était parce que, à l'instar des particules végétales, dépendant de la lumière du soleil, elle aussi s'alimentait essentiellement par la peau, qui pouvait donc se contenter de quelques miettes de pain. Sans doute pour cette raison qu'on l'appelait-on Osraska, un nom difficile à prononcer, mais doté d'une jolie consonance. Il désignait quelqu'un qui ne mangeait pas que la mie de pain, délaissait la croûte. De plus en plus fasciné par les deux enfants, Opalinski me raconta qu'il était entendu à la fillette chanter. En vérité, ce chant appartenait davantage, selon lui, à un ronronnement. Cela voulait dire que leur gorge était normale et que l'absence de la parole relevait d'un problème de toute autre nature. Pour ma part, je pus aussi constater que leur corps ne différait en rien de celui d'un enfant ordinaire. Il se peut que nous étions capturés par des elfes polonais, plaisantai-je un jour. Cette remarque déplut fort à Opalinski, car il pensa que je le prenais pour un attardé, celui qui ne croyait point à ces choses-là. Les propriétaires du manoir avaient les avis partagés quant au traitement de la plique, et, de plus, celle-là était verte. La plupart des gens considéraient que la plique était un symptôme extériorisé d'un mal interne qui rongeait le corps. Par conséquent, la couper reviendrait à réintroduire l'infection dans l'organisme et à tuer son propriétaire. D'autres, parmi lesquels Chamberlain Kurvezwick, un homme du monde, comme il aimait se définir lui-même, soutenait qu'il fallait la couper, car ce n'était qu'un nid de poux. Il avait d'ailleurs ordonné personnellement qu'on apporte des ciseaux à tondre les brebis, et qu'on lui coupe les enfants leurs touffes verdâtres. Apeureux, le garçon se cachait derrière sa sœur. Si tant et fut que sa sœur, mais la fillette paraissait plus téméraire, voire orgueilleuse. Elle avança de quelques pas, fixa le chambellan d'un regard interrogateur et ne recula pas d'un pouce, tant et si bien qu'il sembla confus. Parallèlement, elle poussait des grognements, telle une bête sauvage, en dévoilant le bout de ses dents. Et il y avait dans son regard une sorte d'inadéquation, à croire qu'elle ignorait tout de nos règles de vie, et nous regardait un peu comme en nous regardant des animaux. Nous transperçant de part en part, elle dégageait par ailleurs une assurance insoupçonnée, une maturité, au point que, l'espace d'un instant, je vis en elle non plus une enfant, mais une vieillarde rabougrie. Oui, croyez-moi, nous avons tous eu froid dans le dos. Le chambellan donna l'ordre d'annuler la tonte. Hélas, peu de temps après le baptême de la petite, chapelle en bois qui entre nous faisait plutôt penser à un poulailler, un malheur se produisit. Et une nuit, le garçon tomba malade et, à la surprise et au désarroi de tous, mourut subitement. Pour les domestiques, ce fut la preuve de son caractère diabolique, qui, sinon le démon, aurait pu succomber au sacrement du baptême. Qui plus est, l'événement étant survenu à Pâques, on nous conclut à une intervention des forces divines. Le jour même, les marais autour de la maison
retentir de croissements de grenouilles, tel un orchestre funeste. Le petit corps de l'enfant fut lavé, habillé et mis en bière. Autour, on disposa les cierges allumés. En ma qualité de médecin, j'obtins la permission d'examiner la dépouille de mon cœur. Ce sera à la vue de ce Pietio. C'est alors seulement, devant sa nudité, que je vis en lui un simple enfant, et non pas une curiosité. Je me suis dit que, à l'image de tout être vivant, il devait avoir une mère et un père. Où se trouvait-il à présent? Se languissait-il de lui? S'inquiétait-il? Après avoir surmonté mes sentiments et examiné minutieusement le corps, j'en suis venu à la conclusion que l'enfant avait dû tout simplement prendre froid. Je ne présentais aucun aspect étrange, hormis la couleur de sa peau, que j'amputais de son long séjour dans la forêt, au milieu des forces de la nature. Selon toute vraisemblance, sa peau avait imité l'environnement. De même que les ailes des papillons de nuit imitent l'écorce des arbres, et les sauterelles se fondent avec les herbes, car la nature est riche de ce type de correspondance. Elle fut d'ailleurs créée de manière à apporter un remède naturel à chaque maladie. C'est ainsi qu'on parlait de mon grand maître Paracelle. Et là, et voilà que je le répétais à mon tour du jeune Opalinski. La même nuit, cependant, le corps du garçonnet disparut. Il s'avéra par la suite que nos merveilleux envoûtés par le concert des grenouilles abandonnèrent la dépouille et partirent se coucher vers minuit. Au petit matin, lorsqu'elles revinrent, l'enfant n'était plus là. On réveilla tout le monde, on alluma les lumières partout dans le manoir, et la peur s'abattit sur nous tous. Les domestiques répandirent la nouvelle selon laquelle le petit démon vert, feignant la mort grâce à des pouvoirs magiques, avait rejoint les siens dans la forêt. Certains prétendaient même qu'il allait se venger de sa captivité. Les gens se mirent à verrouiller leurs portes, et bientôt une grande inquiétude s'empara de tous. À croire que nous étions menacés par une invasion imminente des Tartares. Nous enfermâmes Orlaska à double tour, sale, les vêtements déchirés. Elle semblait étonnamment indifférente. Avec Opalinski, nous examinâmes le moindre indice dans la pièce, sans trouver quoi que ce soit, hormis quelques faibles traces sur le plancher, comme si le corps avait été traîné. Jusqu'à l'extérieur, cependant, la panique avait été accomplie, son œuvre. On ne pouvait plus rien distinguer. Le sol étant entièrement piétiné, les funérailles furent donc annulées. Le cercueil rangé, les cierges remis dans le coffre, où il devait attendre la prochaine occasion, pourvu qu'elle ne se présente pas. Durant plusieurs jours, nous avons vécu comme assiégés dans le manoir. Mais cette fois-là, notre peur n'avait pas pour objet les Turcs ou les Moscovites. Non, c'était une peur étrange, verdâtre, comme feuillu, sentant la boue et le lichen. Nous nous rendîmes tous, les maîtres comme les domestiques, dans la pièce principale, appelée ici foyer, et nous mangeâmes sans appétit le repas pascal, arrosé de l'eau-de-vie, non pas pour nous réjouir, mais plutôt par peur et par chagrin.